Salut et bienvenue à Justice Labs, la ressource mondiale incontournable pour la recherche sur les systèmes de justice internationale. Nous avons toutes les réponses ici, faites-moi confiance. Je suis un homme de science. En étudiant la justice internationale, posons-nous 3 questions clés. Première question, à quoi sert un système de justice? Deuxième question, que fait un système de justice? Troisième question, comment le fait-il? Heureusement, les systèmes de justice du monde entier sont complètement différents, tout comme les sociétés dans lesquelles ils existent, ce qui signifie que nous pouvons étudier tous ces systèmes différents, les comparer et les opposer pour découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne à quoi sert vraiment un système de justice. Une seconde. Attends, quoi? Ce n'était pas censé éteindre toutes les lumières. Pour le public, la prison est vue comme une mesure préventive. Si les peines sont sévères et les prisons dures, la criminalité baisse. Ça semble logique. Si on rend les prisons très désagréables, les gens feront tout pour les éviter, non? Voyons voir. Bien que les États-Unis ne représentent que 4% de la population mondiale, ils comptent presque un quart des prisonniers du monde entier. C'est le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Félicitations Amérique, tu es championne du monde dans ce domaine. Ou pour le dire autrement, dans aucun autre pays au monde, tu n'as plus de chance d'aller en prison. Dans le pays qui se dit le pays de la liberté. On pourrait croire qu'avec les plus grandes chances d'aller en prison, l'Amérique aurait le taux de criminalité le plus bas. Mais tu te trompes. En réalité, l'Amérique figure généralement parmi les pays les plus touchés par la plupart des crimes. Le taux de meurtres aux États-Unis, par exemple, est le 94e plus élevé au monde. Vous pourriez penser que 94e n'est pas si mal, c'est à peu près la moyenne. Pourtant, ce taux de meurtre dépasse celui de pays comme la Somalie, le Pakistan, la Libye ou la Syrie, même en tenant compte de la population. On dirait que la simple menace d'aller en prison ne dissuade pas vraiment les gens de commettre des crimes, mais c'est peut-être simplement parce que l'Amérique a des systèmes pénitentiaires très souples, qui sont en fait plutôt agréables. C'est un peu comme aller dans un Hilton, je suppose. Selon le département de la justice, les prisons américaines ont été reconnues coupables de graves manquements, n'ayant pas empêché agression, viol, coups de couteau et usage illégal de drogue. Et en plus de cela, le département de la justice a également constaté que de nombreuses prisons à travers les États-Unis sont coupables non seulement de ne pas fournir de traitement pour les troubles de santé mentale, mais aussi de ne même pas reconnaître qu'une personne souffre d'un trouble de santé mentale. Comme 50% des détenus américains souffrent d'un trouble mental, c'est un problème majeur. Donc les prisons américaines ressemblent exactement au genre d'enfer que l'on imagine tous pour dissuader la criminalité, mais ce n'est pas le cas. Je tiens d'abord à dire qu'il existe une raison à cette anomalie statistique, liée à la manière dont l'Amérique classe la criminalité. Voyez-vous, certaines choses que l'Amérique considère comme un crime, d'autres pays les considèrent simplement comme une infraction mineure. Porter une petite quantité de marijuana pour usage personnel entraîne souvent un avertissement la première fois, une amende la seconde, et une peine de prison seulement à la 3e infraction dans la plupart des pays. Aux États-Unis, dans de nombreux États, la première infraction mène déjà en prison. L'argument en faveur de la prison comme moyen de dissuasion devient en réalité plus fragile lorsque l'on commence à examiner les crimes capitaux et la manière dont ils sont punis. Les États-Unis exécutent le 6e plus grand nombre de criminels dans le monde entier. Les États-Unis comptent plus d'exécutions que la Somalie et le Pakistan, mais leur taux de meurtre reste plus élevé. Eh bien, comment cela se fait-il ? Si la punition ultime était le moyen de dissuasion ultime, alors cela ne devrait sûrement pas arriver. Mais je comprends ce que vous pourriez penser, à savoir que le Pakistan, la Somalie, ces endroits sont très différents des États-Unis, en termes de culture, d'éducation et de statut socio-économique. C'est peut-être la raison de cette différence dans les statistiques. Alors qu'en est-il si on le compare à un pays qui est comparable sur tous ces facteurs, comme le Royaume-Uni ? Le taux de meurtres au Royaume-Uni reste bien plus bas qu'aux États-Unis, même en tenant compte de la population, alors qu'aucune exécution n'a eu lieu ici depuis 1964. Aux États-Unis, 36% des criminels libérés retournent en prison sous 2 ans. Au Royaume-Uni, c'est 47%. Australie, 39%. Allemagne, 45%. Canada, 35%. Au Chili, c'est 50%.
Dans presque tous les pays étudiés, le chiffre atteint au moins 31%. Près d'un tiers des criminels relâchés par le système judiciaire y retournent en moins de 2 ans. Mais pas tous les pays. La Norvège a seulement un taux de récidive de 20%. La question est pourquoi ? Les gens qui regardent cela diront à juste titre que la Norvège est en fait un pays assez petit. En fait, il y a un peu moins de 5,5 millions de personnes qui y vivent. Certains diront que cette population plus petite est plus facile à contrôler, expliquant ainsi le taux de récidive plus faible. Ce que ces personnes ne diront pas, c'est qu'au milieu des années 1970, la Norvège avait un taux de récidive de 70% et un système carcéral très proche de celui des États-Unis. Vers le début ou le milieu des années 90, le taux a commencé à baisser de façon significative jusqu'à atteindre 20%, et il est resté à ce niveau depuis. Singapour affichait des taux de récidive proches du reste du monde, autour de 40%. Comme la Norvège, ils avaient un système semblable à ceux des Américains et du Royaume-Uni. Vers le milieu des années 90, ils ont modifié leur système et leur approche, ce qui a réduit le taux de récidive à un minimum de 22% en février cette année. Vous pourriez penser que ces pays diffèrent beaucoup des États-Unis par leur taille, culture, niveau socio-économique ou d'éducation, ce qui expliquerait la grande différence entre eux et les États-Unis. Que se passerait-il avec un exemple plus représentatif ? Y a-t-il aux États-Unis des endroits faisant pareil et obtenant des résultats similaires ? En fait, oui. Le Michigan, aux États-Unis, a décidé il y a 10 ans de changer son système, passant de l'ancien système basé sur la punition à quelque chose de différent, et ils ont également commencé à constater une baisse de la récidive là-bas. Et il est maintenant à 27%, ce qui est le taux de récidive le plus bas de tous les États-Unis d'Amérique. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils proposent de vrais programmes éducatifs aux détenus pour faciliter leur réinsertion professionnelle. Ils leur donnent accès à un logement facile une fois qu'ils sont libérés du système carcéral. Ils leur fournissent également gratuitement une carte d'identité ou un permis de conduire officiel après réussite à l'examen. Ils bénéficient aussi de programmes gratuits de traitement de la toxicomanie aussi longtemps que nécessaire. Selon le lieutenant-gouverneur Garvan Gilchrist II, oui, je sais, ce n'est pas de Pra de Palatanka le second, ce qui est amusant à voir comme la suite de son père. Quoi qu'il en soit, le lieutenant-gouverneur Garvan Gilchrist II a déclaré que en réalité, le but du système pénitentiaire du Michigan n'est pas de punir qui que ce soit, mais de les aider. En 2019, des chercheurs d'Albany, du Michigan et de Californie ont tous décidé de mener une étude longitudinale sur 10 ans du système pénitentiaire, afin d'examiner quel type d'effet les taux d'incarcération avaient sur les taux de récidive dans ces États. Après une étude de 10 ans portant sur 3 États différents et couvrant plusieurs systèmes pénitentiaires, ils ont découvert que, en réalité, plus le taux d'incarcération était élevé, plus le taux de récidive l'était aussi. Or, cela contredisait totalement leurs attentes. Ils pensaient qu'une hausse de l'incarcération ferait baisser la récidive, mais ont constaté l'inverse. La récidive était un peu plus élevée quand l'incarcération augmentait. Donc, si de longues peines de prison sévère ne préviennent pas la criminalité, alors qu'en est-il ? Comme nous venons de le voir, la prison ne corrige pas vraiment le comportement criminel, mais cela ne veut pas dire qu'elle ait été complètement inutile, car il faut se rappeler que 50 à 65% des personnes qui entrent dans le système carcéral n'y retournent jamais. Donc cela fonctionne clairement pour certaines personnes, et il existe des témoignages anecdotiques de personnes affirmant que la prison était tellement horrible qu'elles ont tout fait pour ne jamais y retourner. Soyons honnêtes, 50% c'est pile ou face, peut-être juste de la chance. Alors peut-on vraiment compter là-dessus pour être la norme vers laquelle nous devrions tous tendre ? Alors qu'est-ce que le système actuel fait réellement pour corriger le comportement criminel ? En fait, j'ai passé une semaine entière à faire des recherches et vous seriez surpris de voir à quel point il est difficile de trouver des informations sur ce sujet en particulier. Beaucoup de systèmes pénitentiaires et de sites gouvernementaux font de vagues allusions à des choses comme un programme de travail ou un programme d'éducation. Mais très peu de ces sites, presque aucun en fait, ne détaillent réellement ce que ces programmes impliquent, non. Il y a une raison à cela, mais elle deviendra plus évidente au fur et à mesure que cette vidéo avance. Le système éducatif offre aux détenus des compétences de base en lecture, écriture et calcul pour qu'ils obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires.
Un tiers des prisons américaines proposent donc des programmes d'accès à l'enseignement supérieur pour les détenus. Mais malheureusement, une loi adoptée en 1994 a rendu illégal l'accès des prisonniers aux financements gouvernementaux pour les programmes éducatifs pendant leur incarcération. Et comme ils ne pouvaient pas se permettre de payer ces programmes eux-mêmes, vous savez, parce qu'ils sont en prison, ces programmes sont très rarement utilisés. En fait, le taux d'utilisation est aussi proche de 0% qu'il est impossible de l'être sans être réellement à 0%. Il y a aussi quelques cours de compétences de vie qui sont enseignés aux détenus. Cela consiste essentiellement à apprendre à quelqu'un comment se présenter à un entretien, comment s'habiller pour un entretien, comment rédiger un curriculum vitae, comment allumer un ordinateur et envoyer un email. Je ne plaisante pas avec ça. C'est vraiment stupide et insultant, même pour l'intelligence de la personne la plus bête. Mais quand on considère qu'un détenu qui sort de prison va postuler uniquement pour les pires boulots, avec les pires salaires et les pires conditions, et qu'il va être en concurrence avec des gens qui n'ont pas de casier judiciaire. On peut se demander si un diplôme de fin d'études secondaires est vraiment utile, et si une étoile d'or reçue en entretien sera utile. Le programme de travail aux États-Unis est pas ce que l'on croit. La façon dont le programme de travail est présenté, c'est que les prisonniers y vont acquérir des compétences professionnelles utiles en exerçant un métier pendant leur incarcération. Ça a l'air bien, non? Sauf qu'en réalité, tout ce que font les prisonniers, ce sont des corvées. Ils déplacent plutôt des choses d'un endroit à un autre, ils nettoient leur temps c'est toi la prison, ils font la lessive, ou bien ils sont envoyés dans un véritable camp de travail pénitentiaire pour faire du travail manuel. Donc s'ils n'apprennent aucune compétence transférable qui va les aider à leur sortie de prison, alors pourquoi diable leur donne-t-on ces emplois à la base ? Oui, cette réponse ne va pas plaire à tout le monde parce que le capitalisme c'était presque une religion aux États-Unis, donc je sens déjà la pression de votre part. Mais restez avec moi, d'accord ? Que cela vous plaise ou non, le capitalisme contribue clairement au problème carcéral aux États-Unis. La raison à cela, c'est que les détenus sont utilisés comme une main-d'œuvre à 1$ par jour par de grandes entreprises qui exploitent cette caractéristique du système pénitentiaire pour augmenter leurs bénéfices et leurs profits en employant des prisonniers au lieu de bons Américains moyens et travailleurs comme vous. Exact. Vos emplois ne sont pas donnés à des immigrés illégaux ni envoyés à l'étranger. Vous donnez vos emplois à des détenus pour 1$ par jour, un tarif si bas que même les immigrés illégaux refuseraient. Quelle chance l'Américain moyen a-t-il face à cela ? Certaines de ces grandes entreprises incluent Microsoft, Victoria's Secret, Walmart, Nintendo, McDonald's, Koch Industries et Costco. Et ce n'est même pas toute la liste, ce ne sont que les noms les plus frappants. La liste est bien plus longue. Il y a un autre aspect de la privatisation du système carcéral qui contribue clairement au problème de la criminalité aux États-Unis. Et c'était que les prisons elles-mêmes sont désormais des institutions privées dans de nombreux États. Ces institutions reçoivent, beaucoup d'argent pour incarcérer et sécuriser des personnes. Plus ces prisons ont de détenus, plus elles gagnent d'argent. Il y a donc un véritable intérêt financier à avoir plus de prisonniers en détention. En 2006, 2 juges du comté de Luzerne ont été condamnés pour avoir accepté des pots de vin contre des peines sévères pour de jeunes délinquants, les envoyant longtemps en centre de détention, même pour une première infraction. Maintenant, si le système de correction pour mineurs du comté de Luzerne n'avait pas été privatisé, cet intérêt financier n'aurait pas existé et cette situation ne se serait jamais produite. Un système privatisé a également l'obligation de croître afin de générer plus d'argent. En fait, si vous demandez à n'importe quel homme d'affaires dans le monde entier quel est leur objectif pour l'année à venir, ils diront tous la même chose. La croissance, mon gars, c'est ça le but du profit. La croissance. Il faut croître éternellement. Pour un système carcéral, cela implique de toujours chercher des personnes à incarcérer. Pendant les années 80, il y a eu 2 grands changements, mais il est très difficile de déterminer lequel était la cause et lequel était la conséquence. Donc je veux juste que vous gardiez cela à l'esprit pendant que nous explorons cela. Ronald Reagan a lancé sa tristement célèbre campagne de guerre contre la drogue, et les populations carcérales ont explosé en conséquence. Une loi a été adoptée pour créer la première prison privée des États-Unis. Est-ce que Ronald Reagan a lancé sa campagne agressive afin de justifier la création de prisons privatisées, ou bien les prisons privatisées ont-elles vu le jour pour accueillir tous les prisonniers supplémentaires qui allaient entrer dans le système ? C'est difficile à démêler, mais cela peut aider. Le plus ancien prestataire de prisons privées aux États-Unis est CoreCivic, anciennement Correction Corporation of America. Fondé en 1983 par Thomas Bisley et Ted Donuto, Thomas Bisley était aussi président du Parti républicain du Tennessee.
réalité, Don Hutto était le président élu de l'American Correctional Association, l'organisme dirigeant du système carcéral américain. C'était donc en 1983. Un an plus tard, en 1984, Ronald Reagan a lancé sa campagne de guerre contre la drogue avec sa nouvelle politique, le Comprehensive Crime Control Act de 1984. Prison privée créée en 1983, puis campagne contre la drogue en 1984, ce qui a fait croître la population carcérale et offert de nombreux contrats lucratifs à ces entreprises désormais indispensables. Oui, c'est à se gratter la tête. Alors si les prisons ne dissuadent pas tant que ça la criminalité, et qu'elles ne la corrigent pas vraiment non plus, alors pourquoi diable mettons des gens en prison ? La réponse en c'était surtout la punition, ou pour utiliser le terme scientifique, la justice rétributive. Nous avons des prisons surtout pour donner au public le sentiment que justice a été faite. Le public souhaite généralement que les criminels soient privés de biens, reflétant ce qu'ils ont fait aux autres. Plus le crime est assez grave, plus le public souhaite que le criminel perde quelque chose. Œil pour œil. On peut aussi dire que prison et centres de détention servent à retirer un individu violent du public pour réduire le risque qu'il nuise à autrui. Mais cela ne fonctionne que si l'on corrige réellement ce comportement. Étant donné que c'est un pile ou face, il y a 50% de chances que tout ce que vous faites, c'est déplacer le problème d'un moment à un autre dans le futur. Ce n'est vraiment que ma conjecture ici, mais je pense vraiment qu'une partie de la raison, si ce n'est la principale raison, pour laquelle les systèmes pénitentiaires sont toujours comme ils sont, c'est en grande partie parce que les gens les considèrent comme une forme de vengeance légalisée. On dit souvent que les victimes et leurs familles doivent voir le prisonnier puni pour ressentir clôture et justice. Mais à quel point est-ce vrai ? Selon Robert Mueller dans Psychology Today, il a mené une étude au Minnesota pour examiner ce que ressentaient les familles après que le criminel ait été puni. Dans ce cas, il s'agissait de la peine de mort pour les crimes capitaux. Il a découvert que seulement 2,5% des familles ressentaient un sentiment de clôture après avoir assisté à l'exécution. Robert Mueller a aussi interrogé ces personnes à l'avance en leur demandant comment elles se sentiraient après l'exécution du prisonnier. Presque toutes ces familles et victimes ont dit qu'elles allaient en ressentir un sentiment de clôture, que justice serait faite. Mais ensuite, lorsque la sentence a réellement été exécutée et que le prisonnier a été mis à mort, la plupart d'entre eux, ont déclaré, en fait, 97,5% d'entre eux ont dit qu'ils ressentaient complètement vide et ambivalent. Alors peut-être devons-nous repenser la raison pour laquelle nous faisons cette chose punitive. Pourquoi les gens sont-ils en prison ? Oui, je connais ta blagueur, car ils commettent des crimes. C'est un scientifique. Je comprends, mais la réponse n'est pas si simple. En fait, pour répondre à la question de pourquoi les gens sont en prison, il faut d'abord répondre à une autre question. Pourquoi les gens commettent-ils des crimes ? Souvent, lorsqu'on évoque la gestion d'une personne ayant commis un crime, on adopte une vision trop étroite et on considère l'incident isolément. Vous savez, on regarde ça et on se dit « une personne commet un crime, la personne va en prison ». Mais en réalité, ce que nous devrions faire en tant que société, c'est élargir notre champ de vision afin de pouvoir voir tous les événements qui ont eu lieu avant le crime. Nous pourrons peut-être expliquer comment et pourquoi ce crime a eu lieu. Parce que si nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi un crime se produit, alors comment pourrions-nous empêcher que la même chose ne se reproduise ? Le principal défi pour réduire la criminalité et les victimes vient de nous, surtout de vous. En tant qu'homme de science, j'ai l'esprit rationnel, mais cela dépend beaucoup de la société et de notre difficulté à accepter d'autres méthodes de gestion du crime et de la punition. Il est presque inconcevable pour la plupart des gens d'imaginer faire preuve de compassion et d'empathie envers un criminel. Le criminel doit être puni. Le criminel doit être privé de luxe, doit être privé de liberté. Pour certains, il faut aussi leur retirer leurs droits, comme ils l'ont fait à leurs victimes. C'est une façon de penser séduisante dont il est difficile de s'échapper. J'ai cru en la justice rétributive toute mon adolescence et la plupart de ma vingtaine. Avec l'âge, mon esprit et ma mentalité ont évolué, même avant mes recherches pour cette vidéo. Désormais, la punition ne me préoccupe plus. Je ne me préoccupe pas de la punition. Seul compte pour moi la réduction des victimes et des préjudices. Peu importe qui ou comment on punit, je veux juste moins de victimes dans le système. C'est tout. Montrez-moi la solution qui a le plus grand effet sur la réduction du nombre de victimes et je voterai pour elle, même si elle va complètement à l'encontre de mes propres convictions personnelles sur le crime et la punition. Et cela nous amène à nos amis en Norvège et à Singapour. Alors qu'est-ce que ces gars-là font si bien que le reste d'entre nous fait si mal ?
La Norvège et Singapour se distinguent du reste du monde en considérant la perte de liberté comme la seule punition, jugeant les conditions désagréables, excessives et inutiles. Nous pouvons sans doute tous nous y identifier davantage aujourd'hui. Puisque nous avons tous été en quarantaine pendant une si longue période, ça a un peu ressemblé à la prison. Soyons totalement honnêtes. En même temps, nous étions coincés chez nous avec tout le confort moderne. Vous savez, on a eu des ordinateurs, on a eu des télévisions, on a eu Netflix, on peut cuisiner quand on veut, on peut voir sa femme quand on veut. Mais on a tous l'impression que rester coincé en quarantaine, c'est plutôt dur. La privation de liberté est déjà une punition suffisante. En Norvège, les détenus circulent librement dans la prison. Ils peuvent accéder à d'autres cellules, possèdent les clés de la leur, disposent de PlayStations et de bons lits. Ils ont des télévisions, ils ont des salles de bain privées, ils sont même autorisés à aller à la cuisine, à préparer leurs propres repas et à avoir accès à des couteaux bien aiguisés. Moins de coups de couteau ici que dans les prisons américaines où il n'y a pourtant pas de couteau. Pour la plupart des gens ici au Royaume-Uni, et je vais supposer que c'est pareil dans le reste du monde, où les systèmes et les mentalités sont similaires à ici. L'idée d'offrir ce genre de traitement à un criminel violent qui vient d'agresser une vieille dame semble moralement abjecte. C'est parce que tu penses encore à venger la vieille dame. Une fois que tu commences à définitivement à réfléchir au véritable objectif de la prison, ton esprit commence à changer un peu. Répète après moi. L'objectif est de réduire les victimes. En Norvège, les condamnés n'ont pas à révéler leur casier judiciaire à un employeur, sauf pour la fonction publique, l'éducation ou le secteur médical. Même ainsi, ils peuvent obtenir le poste. Ils doivent juste signaler le crime à l'employeur. Et étant donné qu'il y a moins de stigmatisation autour du casier judiciaire en Norvège, la plupart du temps, cela n'empêche pas quelqu'un d'obtenir ce poste tant qu'il est qualifié pour celui-ci. L'idée de ce système est que seule votre aptitude au poste compte, pas votre passé. En fait, toute la mentalité en Norvège n'est pas du tout de punir les gens. C'est de les réintégrer dans la société et de faire d'eux un membre précieux et contributeur de cette société. Et finalement, du point de vue du criminel, dans quelle société se réintègre-t-on le plus facilement ? Celle qui vous a traité avec hostilité et jugement ou celle qui vous a aidé ? Si nous apprenons à réagir aux stimuli de notre environnement, considérez cela. Quelle prison risque le plus de produire un récidiviste violent ? Prison numéro 1, où vous devez vous battre bec et ongles pour des choses basiques comme des cigarettes ou un morceau de savon, où vous risquez d'être agressé ou violé quotidiennement, où vous vivez constamment dans la peur et l'inquiétude de ce qui va se passer ensuite, où vous êtes battu par les gardiens, humilié et traité avec dérision. Ou la prison numéro 2, semblable à un hôtel médiocre. Si vous avez choisi la première, vous êtes plus tordu que ceux qu'on y enferme. Il n'existe aucune situation au monde où l'on peut placer une personne dans un environnement violent et s'attendre à ce qu'elle en ressorte moins violente. Tu es complètement fou. À Singapour, ils vont même plus loin que ça et offrent un enseignement universitaire gratuit à chaque détenu dans chaque prison. L'idée c'est que, avec un diplôme, tu es plus employable en sortant de prison et donc moins susceptible de récidiver. À Singapour, tu peux purger ta peine chez toi, avec ta famille, sans rester en prison. Il y a évidemment des restrictions sur ce que tu peux ou ne peux pas faire, et tu dois t'y tenir de façon très stricte. Mais tant que tu respectes ces règles, tu peux purger ta peine chez toi, ou tu peux rester connecté à la communauté, à ta famille, à tes amis, à la société en général. L'idée en c'est que la connexion à la communauté et à la société réduit le risque de récidive. Le Danemark a récemment adopté le même changement axé sur la réhabilitation et a fait passer son taux de récidive de 40% à 27% en utilisant les techniques qui ont réussi en Norvège. J'ai lu une citation intéressante du directeur de la prison de Bastøy en Norvège, et dès que je l'ai lu, ça m'a paru logique. Il a dit « Si vous traitez les gens comme de la saleté, ils agiront ainsi. En les traitant en humains, ils agiront ainsi. N'est-ce pas logique ? Juste pour moi, je ne sais pas, je suis peut-être bizarre. Dans la plupart des sociétés, les criminels vont en prison. Ils subissent ensuite à nouveau les conditions difficiles, la violence et l'isolement en prison. On les fait se sentir isolés de l'humanité et de la société. En sortant de prison, ils subissent encore des sanctions, sans aucune perspective d'emploi, contraints de postuler aux pires postes et salaires. Parfois, des patrons exploitent le système en forçant ces condamnés à travailler pour des salaires illégaux, les menaçant de les dénoncer pour non-respect de leur liberté conditionnelle s'ils refusent. Avec le temps, ces condamnés, connus forcés de travailler pour des salaires très bas dans des emplois insuffisants pour payer leurs factures, finissent endettés pour tenter de payer maison, voiture ou autres biens.
Cela bien sûr en supposant qu'il puisse obtenir une ligne de crédit, car il est très difficile d'obtenir du crédit lorsqu'on a une condamnation criminelle. Vous êtes rejeté et jugé par la société ordinaire, donc vous n'avez pas d'amis. Vous faites face à 2 options, toutes 2 mauvaises. Premier choix, continuez ainsi et espérez que quelque chose change magiquement pour améliorer votre situation et que vous puissiez garder un toit au-dessus de votre tête. Deuxième option, retournez à la vie criminelle sans jugement ni rejet, où l'argent se gagne facilement. Mais il y aura beaucoup de victimes dans le processus, et je sais que cela semble être une situation irréaliste, mais il y a beaucoup de témoignages anecdotiques de détenus libérés de prison qui vont à leur stage ou leur nouvel emploi pour se faire dire qu'ils vont travailler pour des salaires légalement très bas. Ils seront signalés pour violation de liberté conditionnelle s'ils ne le font pas. Je sais ce que vous allez dire. Il suffit de signaler, c'est du chantage, c'est illégal. Mais qui croira ou se souciera d'un condamné ? La seule façon de changer cela, c'est de changer votre façon de penser à le crime, la punition et le système judiciaire. Il faut oublier ce qu'on vous a appris et accepter du nouveau. Ça devient un peu plus facile si vous vous posez simplement une question toute simple. Est-ce que je veux que ce criminel nuise encore à quelqu'un ? Si la réponse est non, alors nous devrions sûrement chercher la solution qui réduit cela au minimum possible. Et ne pas simplement rester avec ce que nous avons parce que c'est ce que nous connaissons. Je te connais, oui, toi, je te connais. En ce moment, tu es assis là à chercher des raisons de rester assis et de ne rien faire, ne rien changer. Tu te dis peut-être que le système ne sera jamais parfait, non ? Pourquoi le changer ? Il marche la moitié du temps. Ne nous embêtons pas, ça ne sert à rien. Mais c'est une excuse paresseuse. C'est une excuse, vraiment. Bien sûr que ça ne sera pas parfait. Personne ne s'attend à ce que ce soit parfait. C'est un argument fallacieux. Ne devrions-nous pas viser à atteindre 99% ? Au minimum, ne devrions-nous pas essayer de faire mieux que ce que c'est actuellement ? Pensez-y de cette façon. Si votre patron venait vous voir demain et disait « Dave, nous avons décidé de ne plus jamais t'accorder d'augmentation de salaire pour le reste de ta vie parce que tu ne seras jamais millionnaire. Donc il n'y a vraiment aucune raison de te donner plus d'argent parce que tu es bien comme tu es. Tu t'en sors bien, tu n'as pas besoin d'argent ni d'être millionnaire. Tu vas refuser et chercher un nouveau travail. Tu es peut-être assis là à penser. Ce n'est pas mon problème. Je ne vais jamais commettre de crime. Ça ne me concerne pas. Tu es vraiment idiot qui regarde car on peut toujours commettre un crime contre toi. C'est évidemment ton problème. Et aussi, tu n'as pas écouté la première heure de cette vidéo où on a parlé de tous ces innocents qui vont en prison pour des crimes qu'ils n'ont même pas commis, tout le temps. Peut-être que tu es le pire genre de fainéant qui existe, et tu es assis là en ce moment à te demander « Qu'est-ce que je peux faire ?» Je suis juste un homme, je n'ai aucun pouvoir, aucun contrôle, aucune influence, je ne peux rien faire, ça ne sert à rien d'essayer. Tu dois t'assurer que quand tu votes, et tu dois absolument voter, c'est littéralement la seule influence que tu as dans ta vie pour façonner la société dans laquelle tu vis. Tu dois t'assurer que quand tu votes pour le parti qui s'engage à changer le système pour quelque chose de meilleur. Mais à quoi bon ? Ils vont juste me mentir, ils vont me dire qu'ils vont le faire pour avoir ma voix et ensuite ils ne le feront pas de toute façon. Ça ne sert à rien. Fais d'eux de vrais menteurs. Donne-leur cette responsabilité. Ne les laisse pas passer leur carrière politique à utiliser ton argent des impôts pour acheter plusieurs maisons et partir régulièrement en vacances de luxe sans jamais tenir leurs promesses. Fais d'eux de sacrés menteurs, bordel. Tu sais, au minimum, vois les choses comme ça. Si tu ne leur as jamais demandé de faire une promesse, alors ça ne changera jamais, c'est sûr. Mais si tu leur dis qu'ils doivent promettre de changer pour obtenir ton vote et rester au pouvoir, eh bien, au moins, il y a une infime chance que les choses changent vraiment. Ça peut être mieux et on peut réduire le nombre de victimes prises dans ce grand système. Ce n'est même pas hypothétique. 3 pays le font déjà. On peut déjà voir les résultats, voir comment on peut changer et ce qui se passe quand on change. Il suffit juste de commencer à le faire, au minimum. On doit essayer, J'aimerais dire merci si tu es allé jusqu'au bout de la vidéo. C'était une vidéo très longue et j'ai un peu expérimenté avec plein de choses gonfaudes différentes. Donc je m'excuse si c'était différent de ce à quoi tu t'attendais. J'espère que les gens ont trouvé ça instructif et qu'ils ont apprécié. Et que tu feras toutes les conneries habituelles de YouTube, genre t'abonner, commenter, blabla. C'est tout pour l'instant, on se retrouve dans la prochaine vidéo.